Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Moi, j'ai toujours été nul en physique, et pas seulement en physique, aussi en chimie, en biologie et en maths. Non seulement j'étais mauvais, mais en plus ça m'ennuyait au millième degré. Pourtant, je viens d'une famille de sciences dures. Mon père a été prof de maths, ma mère prof de bio, et je suis le seul parmi mes frères et sœurs à ne pas avoir fait d'études scientifiques. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet d'énergie et de climat, je me suis retrouvé face au mur de ma propre nullité. Je partais en reportage dans des raffineries ou des centrales nucléaires garnies d'ingénieurs surdiplômés, et je comprenais pas bien ce qu'on me racontait. Quand je demandais des précisions à des scientifiques pour détailler tel ou tel aspect de la crise climatique, je devais répéter d'une petite voix « Vraiment, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler plus doucement ou m'expliquer comme si j'étais un enfant vraiment petit ?» Alors, j'ai fait comme tout le monde. J'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé de rattraper mon retard. Mais, et je ne dis pas ça uniquement pour me rassurer, je crois que je ne suis pas le seul à jouer en Ligue 2 en termes de compétences scientifiques. Face à la crise climatique, à l'effondrement de la biodiversité, on a tous besoin de passer en première division de la compréhension. En sciences dures, c'est sûr, mais aussi en sciences sociales d'ailleurs, pour mieux comprendre comment nous pouvons faire face à ce qui est devant nous. Le problème, c'est que ce que disent les scientifiques qui bossent sur le sujet n'est pas toujours facile d'accès, surtout quand, comme moi, on ne fait pas le fier devant le tableau périodique des éléments. Comment parler du climat sans ennuyer tout le monde et sans renoncer à la complexité ? Est-ce que c'est efficace de faire peur aux gens ou est-ce qu'il vaut mieux les rassurer ? Est-ce qu'on parle de la même manière à un ministre, un PDG, à son grand-oncle ou à une classe de lycéens ? Et comment répondre aux contre-vérités qu'on entend encore parfois ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Jean-Marc Jancovici est ingénieur et cofondateur du cabinet de conseil Carbone 4, président du think tank le Shift Project. Il est l'auteur de très nombreux livres sur l'énergie et le climat, dont la bande dessinée Le Monde sans fin, dessinée par Christophe Blain. Il est également enseignant à l'École des Mines et membre du Haut Conseil pour le climat. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Alors vous, ça fait très longtemps que vous vous intéressez aux questions de climat et d'énergie. Qu'est-ce qui a changé dans ces 20 dernières années dans la compréhension qu'ont les gens du climat ? On a retrouvé, en préparant cet épisode, une émission d'il y a 20 ans à la télévision qui s'appelait Climaction, où vous expliquiez l'énergie, le climat et le réchauffement climatique à Jean-Pierre Coff et Patrice Laffont, qui avaient l'air de pas très bien comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'on a progressé ? Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des termes qui sont utilisés beaucoup plus souvent. Il y a très peu de gens quand même dans ce pays qui n'ont jamais entendu parler du réchauffement climatique. Probablement très peu de gens qui n'ont jamais entendu le mot gaz à effet de serre, enfin l'expression gaz à effet de serre. Donc en termes de bruit ambiant, on va dire, c'est évident qu'on a progressé. C'est un sujet qu'on retrouve aujourd'hui dans les discours présidentiels. Par exemple, celui d'Emmanuel Macron en avril 2024 à la Sorbonne. Il y a le mot décarbonation qui est répété 7 fois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Donc j'ai envie de dire, dans les discours, oui, l'occurrence est devenue beaucoup plus importante. Est-ce que pour autant, dans les cervelles, il y a une meilleure compréhension de ce qui se passe, une meilleure mise en perspective du problème et une meilleure compréhension des implications ? Je ne sais pas, parce que le seul thermomètre dont je dispose pour essayer d'avoir un avis sur la population dans son ensemble, que moi je ne fréquente pas en direct. Moi je fréquente en direct quelques centaines, quelques milliers d'individus, c'est tout. Donc je ne peux pas prétendre être un thermomètre à moi tout seul. Donc je dois me référer au thermomètre des autres, et les thermomètres des autres à large échelle, j'en connais qu'un, c'est les sondages. Or malheureusement, dans les sondages, la réponse est souvent dans la question. Je peux donner un exemple, c'est êtes-vous prêt à faire tel effort ? C'est pas la même question que êtes-vous prêt à faire tel effort si tout le monde le fait. Et donc c'est très très difficile de savoir où en est exactement la population dans son ensemble. On peut dire quand même qu'on a progressé, ça oui. De combien exactement, je ne sais pas. Est-ce qu'on a progressé suffisamment vite face au problème ? Là, la réponse est non. C'est toujours une affaire de verre à moitié plein et de verre à moitié vide. Et selon l'angle qu'on prend, l'humeur du jour, etc., on verra plutôt la partie pleine ou la partie vide. Il y a quand même un truc qui a progressé, c'est qu'il y a aujourd'hui moins de climato-sceptiques, c'est-à-dire vraiment qui nient vraiment l'existence du changement climatique. Ou est-ce que vous, par exemple, dans le travail que vous faites aussi de vulgarisation et de compréhension de ces sujets-là, vous avez l'impression qu'il y a tout autant de gens qui vous écrivent pour vous dire, vous racontez n'importe quoi, tout ça est complètement faux ? J'avais écrit il y a quelques années un petit billet chez vos confrères des Échos, que j'avais intitulé « Climato-sceptique, le retour », dans lequel j'avais expliqué qu'à 4 degrés de réchauffement global, il y aura toujours des climato-sceptiques.
Parce que le déterminant du climato-scepticisme n'est pas une contestation du dossier scientifique, mais pour moi, c'est une expression de désarroi. C'est le vieux proverbe Shaddock, là, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une façon de répondre à une angoisse en disant « Oh là là, ce truc-là, si c'est vrai, c'est monstrueux, je vais devoir tout changer, je vois pas où je vais me retrouver tout seul, je vais me retrouver laissé pour compte, etc. » Donc, le problème n'existe pas. Et quand on regarde les arguments qui sont mis en avant par les climato-sceptiques, en fait, scientifiquement, ils sont toujours inorthodoxes. On pourra y revenir, mais je veux dire, j'ai jamais vu un argument de climato-sceptique qui soit scientifiquement valable. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut tenir compte de cette motivation dans une partie de la population, qui est que si les gens ont l'impression qu'on les emmène dans l'inconnu désagréable, ils n'ont pas envie de la raison qui nous pousse dans cette direction. Et alors, le climato-scepticisme, il a fortement diminué au sein de la classe dirigeante. J'ai envie de dire, en France, dans la classe dirigeante, on n'en trouve quand même pas beaucoup des climato-sceptiques. Par contre, dans la population, dans son ensemble, il y en a toujours un paquet. Et alors maintenant, on a une nouvelle catégorie, j'ai envie de dire, qui ne nie pas le problème, mais qui le présente comme trivial à résoudre. C'est pas vraiment du climato-scepticisme, mais c'est une catégorie voisine. Et c'est la même réponse, exactement, c'est l'expression du même désarroi. Il faut qu'on y arrive facilement, parce que c'est pas acceptable l'idée que ce soit très très difficile et l'idée que ce soit un problème absolument majeur qui va nous demander des renoncements. Ouais, c'est l'idée qu'on trouvera bien une solution. Et d'ailleurs, une solution facile. Une solution facile et souvent d'ailleurs une solution technologique ou une solution technique. Oui, parce que la solution technologique, c'est la solution facile. Si j'ai l'habitude de conduire une voiture, la solution technologique qui consiste à me dire on va vous donner une voiture propre, vous allez pouvoir continuer à la conduire la même distance, etc. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Je préfère de très loin ça à je vais devoir me lever 2 heures plus tôt pour prendre un vélo, ou je vais devoir partager la voiture du voisin qui m'emmerde du reste parce qu'il fait trop de bruit le soir, ou etc. Donc évidemment, la solution facile, c'est la solution technologique parce qu'elle ne nous demande pas de changer nos habitudes et on est, et ça c'est, j'ai envie de dire presque biologique, attaché à nos habitudes. Oui, mais alors ça, je trouve que c'est un point qui est vraiment intéressant dans votre approche à vous que vous avez développée ces dernières années, c'est d'essayer d'aider les gens à comprendre les ordres de grandeur. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé à comprendre les ordres de grandeur, c'est-à-dire la notion selon laquelle, en fait, il y a des choses qui sont possibles et il y a des choses qui sont pas possibles. Alors, pas possible, disons que les règles de 3, c'est utile. Je vais donner un exemple. Beaucoup de gens en ce moment qui proposent de remplacer le kérosène qu'on utilise dans les avions. Les avions utilisent un peu moins de 10% du pétrole dans le monde, 8%. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et en France, il y a des projets qui sont en train de naître pour qu'on utilise de la biomasse combinée à de l'hydrogène qu'on produit avec de l'électricité décarbonée. Donc, on a besoin d'électricité décarbonée et de biomasse pour produire ce qu'on appelle des carburants d'origine durable. Et alors, vous faites un rapide calcul d'ordre de grandeur et vous vous rendez compte que pour faire décoller tous les avions qui décollent actuellement d'un aéroport français, il faudrait mobiliser pour ça plus que la récolte totale de bois en France actuellement. Si on faisait ça pour les avions, on n'aurait plus un meuble, plus une poutre, plus une chaufferie à bois, plus rien. Voilà, ce genre de calcul d'ordre de grandeur, c'est utile pour savoir si on a en face de soi une marge de manœuvre qui est une marge première ou au contraire quelque chose qui est malheureusement condamné à rester anecdotique ou en tout cas anecdotique tant qu'on ne renonce pas à certains autres usages auxquels on n'entend pas renoncer. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait envie de renoncer à avoir du bois pour la construction, pour les meubles, pour faire des parquets, etc. Ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on le voit par exemple dans la bande dessinée Le Monde sans fin. En fait, vous arrivez à employer souvent des images pour qu'on comprenne ces ordres de grandeur. Là, par exemple, expliquer l'hydrogène décarboné et la biomasse dans l'aérien, en fait, tout ça peut apparaître comme assez compliqué, assez technique pour des gens qui ne maîtrisent pas ces sujets-là. Est-ce que vous, c'est un sujet auquel vous avez réfléchi à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que j'arrive à parler de manière plus imagée, ou en fait, c'est juste venu comme ça ? Non, il y a un moment, je me suis bien rendu compte qu'il fallait que je le fasse. Et alors, je me suis rendu compte de ça pour une raison très simple, c'est que c'est aussi comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que la généralisation d'un exemple, ou partir d'un exemple concret qui renvoie à la vie de tous les jours, ça permet de surmonter 2 obstacles. D'abord, ça permet d'incarner le sujet, alors que la théorie, c'est un peu fumeux. Ensuite, vous en parliez dans votre introduction, les sciences, c'est quand même ce qui est dans l'imaginaire de beaucoup de gens, l'instrument de la sélection à l'école. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés par ça le reste de leur vie durant. Donc, en fait, leur parler de science, c'est leur rappeler le très mauvais souvenir du prof qui leur a dit « Toi, t'es nul, tu feras jamais rien de ta vie », ce qui est par ailleurs idiot, mais peu importe. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on va faire aimer les sciences aux collégiens. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup mieux de partir d'exemples, de partir de calculs simples, que beaucoup de gens peuvent comprendre, parce qu'une règle de 3, quand même, en y prenant un peu de temps, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à comprendre ça, et de généraliser ensuite. Ce qui a bénéficié, je pense, à beaucoup de gens dans la compréhension, c'est la bande dessinée que vous avez fait avec Christophe Blain, c'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, traduits dans de très nombreuses langues maintenant. Est-ce que vous, dans la fabrication aussi de cette bande dessinée, vous avez aussi appris des choses sur la manière de raconter, de rendre plus compréhensible encore ces sujets-là ?
Alors oui, évidemment, parce que Christophe, il a un talent rare qui est d'être capable d'extirper d'un sujet compliqué le petit détail, le petit angle, etc., qui, avec un dessin, va rendre le truc lumineux. Un exemple que je donne souvent, c'est la façon dont il a représenté les gaz à effet de serre. Je lui dis comment est-ce qu'il va dessiner un truc qui est invisible, inodore, incolore, etc. Comment il va s'y prendre? Et il a réussi là, avec une espèce de bulle en pointillé et avec des yeux dépressifs au milieu. Voilà, donc il a un talent extraordinaire pour être capable de faire ça. Il y a un certain nombre d'exemples dans la BD qui viennent de moi, hein, le personnage d'Iron Man, ou bien voilà, un certain nombre de métaphores, ça vient de moi. Travailler avec lui, ça a été très très utile. Et puis il y a une deuxième raison pour laquelle ça a été très utile, c'est que bien que n'ayant pas lui non plus fait d'études scientifiques, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux qui laisse absolument rien passer. Donc tant qu'il y a une incohérence ou un truc qui colle pas dans un discours d'ensemble, il revient à la charge en disant mais pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Donc ça a aussi été une école de la rigueur, nonobstant le fait qu'il travaille dans le domaine artistique, qui m'a été extrêmement utile. Donc oui, j'ai appris avec... De toute façon, on apprend tout le temps dans ce domaine-là. Mais ça m'a été très utile de faire cet exercice, indépendamment du fait que j'en avais très envie. Je trouve ça vraiment intéressant, moi, l'exemple d'Iron Man, l'idée que, en fait, voilà, les énergies fossiles, elles font de nous des super-héros, elles nous donnent des super-pouvoirs. Ça, c'est une idée qui vous est venue il y a longtemps. Oui, alors je suis probablement pas le premier à avoir eu cette idée. Du reste, le concept même de super-héros, il est né à une époque de l'industrie, des 30 Glorieuses. Hein, c'est à ce moment-là que les super-héros sont nés. Donc je pense que les auteurs de Marvel, ils avaient tout à fait ça en tête, ou en tout cas, s'ils l'avaient pas en tête, c'était probablement pas très loin. Hein. On devient toujours modeste dans ce genre de secteur parce que, par exemple, un autre concept que j'ai souvent utilisé, c'est celui des esclaves énergétiques. Et en fait, on retrouve cette notion-là il y a très très longtemps déjà dans des discours. L'idée que les machines travaillent encore plus que les hommes. Il y a un auteur français, un de mes grands anciens, puisque c'est un polytechnicien, Charles Dupin, qui a exposé ça en 1824 ou 25. Donc encore une fois, on croit avoir trouvé un truc extrêmement brillant pour incarner un concept, et puis en fait on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont passés par là avant. Voilà, ça rend un peu modeste. Et justement, vous, c'est quoi vos références sur les questions de climat et d'énergie, les choses auxquelles vous revenez en vous disant, bah tiens, ça c'est vraiment le truc où je sais que je vais retrouver un peu mes bases quand vous vous posez des questions ou que vous avez envie de vous replonger un peu dans... Alors sur le plan purement scientifique, ma Bible, comme pour beaucoup, c'est le rapport du GIEC, mais c'est de la littérature scientifique, donc c'est pas facilement accessible à tous. Hein. Un rapport du GIEC, c'est... pardonnez-moi l'expression, mais c'est imbitable pour la majeure partie des gens qui vont nous écouter. Mais c'est quand même ma Bible. Après, sur la partie énergétique, il n'y a pas vraiment de Bible, parce que c'est l'autre grande facette de ce à quoi je m'intéresse, tout simplement parce que l'information dans ce domaine-là est essentiellement de l'information d'ordre privé. Du reste, c'est un distinguo que je fais très souvent pour expliquer pourquoi le débat énergétique il est moins vivace dans notre pays, au sens des contraintes sur l'approvisionnement énergétique. Pourquoi il est moins vivace que le débat sur la contrainte climatique, alors qu'en Europe, cette contrainte énergétique est déjà à l'œuvre et elle est déjà en train de produire des effets à plein. C'est tout simplement lié au fait que l'information en ce qui concerne le réchauffement climatique, elle est publique, elle est sur la table, elle est compliquée à comprendre dans sa forme, mais elle n'est pas cachée. Alors qu'en ce qui concerne l'énergie, l'information, elle est privée. Ce qui reste dans les gisements de pétrole, il n'y a que les opérateurs qui exploitent les gisements qui le savent. Ce qui reste dans les mines de cuivre, les mines de lithium, les mines d'uranium ou les mines de cobalt, il n'y a que les opérateurs des mines qui le savent, etc. Donc en fait, cette information-là, la collecter, la compiler et en faire quelque chose de synthétique, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus difficile et c'est accessible à beaucoup moins de monde. Matériellement, j'ai envie de dire, pas intellectuellement. Et donc, c'est quelque chose qui est plus exigeant et qui demande plus de temps. Moi, avoir une idée à peu près claire de ce qui se passait sur les hydrocarbures, je dis bien à peu près clair, ça m'a pris 10 ans de discussion avec des experts qui, avec un verre de vin dans le nez entre la poire et le fromage, ont accepté de me dire ce qu'ils savaient. Alors que, en ce qui concerne le climat, j'ai envie de dire, en 3 mois, il y a un été où j'ai pris le taureau par les cornes, je me suis dit, je vais me faire un rapport du GIEC en intégralité. Donc, c'était celui de 2007. Depuis, la physique n'a pas changé. Et à la fin de l'été, j'avais fait le tour de la question. Et depuis, il n'y a eu que des améliorations incrémentales à ma compréhension. Mais il n'y a pas eu de remise en cause profonde. Et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez évolué ? Je me rappelle par exemple d'un livre que vous aviez écrit il y a quelques années avec Alain Grandjean qui s'appelait Le plein s'il vous plaît, un petit bouquin dans lequel moi j'ai appris énormément de choses. Et dans ce livre, à un moment donné, il y a une réflexion sur quand même, il faudrait que le prix de l'essence augmente quand même bien plus. Ça serait difficile pour les gens, mais finalement, on y arriverait in fine. Et ensuite, on a essayé un tout petit peu, on a eu les gilets jaunes. Est-ce que ça vous avait fait dire, peut-être qu'on n'avait pas formulé les choses de la bonne manière à l'époque ? Oui, alors le plein s'il vous plaît était une déclaration d'amour à la taxe carbone et depuis j'en suis un peu revenu. Alors non point que je pense que c'est un mauvais instrument, mais je pense que c'est un instrument à manier avec beaucoup de précaution.
Et en particulier, à l'époque, je pensais que ça pouvait être l'instrument principal d'une politique publique. Et ça, maintenant, j'ai complètement changé d'avis. Je pense que ça peut être un instrument utile dans une politique publique, ce qui est complètement différent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis convaincu aujourd'hui que pour le grand public, le bon moyen d'indiquer une direction, désormais, doit passer beaucoup plus par la réglementation que par la taxe. Je vais prendre un exemple idiot, le chauffage. Vous avez deux manières de faire. Vous pouvez dire le gaz et le fioul vont coûter de plus en plus cher, démerdez-vous. Ou bien vous pouvez dire il va être obligatoire de remplacer les chaudières à gaz et les chaudières à fioul par des pompes à chaleur et de l'isolation. Et je vais faire en sorte qu'il y ait par ailleurs une offre dans l'artisanat du bâtiment qui soit dans les bons ordres de grandeur face à ce qui vous attend. Je trouve la deuxième option préférable de loin à la première, parce qu'elle indique clairement la direction à suivre. Elle ne laisse pas le particulier devant le vide des solutions. Qu'est-ce que je vais faire ? J'aurais pu ma chaudière à fioul et alors je vais faire quoi ? Et puis, elle a également pour mérite, du côté de la production, de structurer la filière. C'est-à-dire, si on dit qu'il va être obligatoire de remplacer par ça, ça et ça, eh bien, du côté de l'économie, les acteurs peuvent dire « Ah, l'État indique une direction, donc moi je peux investir dans des moyens pour fournir ces solutions et j'aurai un marché ». Donc, je préfère de très loin la réglementation. Alors après, il peut y avoir des effets de bord. Par exemple, sur la voiture électrique, l'effet de bord, c'est de faire en sorte que ces voitures soient pas chinoises. Mais au moins, pour le particulier, on indique une direction claire. La taxe, c'est un instrument lent, en fait, parce qu'il faut laisser le temps aux gens de faire essai-erreur. Donc, ça peut pas augmenter trop vite. Et puis, par ailleurs, il y a une autre chose dont je me suis rendu compte après coup, c'est que la taxe est une drogue dure pour l'État, parce que si la taxe n'augmente pas très vite, du coup, un impôt qui devrait être un impôt dissuasif, c'est-à-dire je taxe pour empêcher les gens de consommer, devient en fait un impôt de rendement. Et une fois que l'État a un impôt de rendement, il n'a pas envie de l'abandonner. La taxe carbone, elle n'a de sens qu'à partir du moment où elle vise à tuer sa propre assiette. Et à ce moment, ça veut dire que l'affectation du produit de la taxe ne doit être que dans des politiques de décarbonation qui cesseront d'être nécessaires le jour où la décarbonation est atteinte. Donc la taxe carbone ne peut aller que dans quelque chose qui permet de ne plus émettre et donc de ne plus utiliser de combustibles fossiles. Et puis le jour où on a fini d'investir pour ça et qu'on n'émet plus, il n'y a plus de taxes, mais il n'y a plus de besoin d'investissement. C'est pas du tout comme ça que c'est conçu aujourd'hui. Voilà. Il y a d'autres sujets qui sont arrivés plus fortement dans le débat depuis. Je pense par exemple à tout ce qui est lié à l'effondrement de la biodiversité, les interactions entre la biodiversité et le climat. Est-ce que ça aussi, ça a nourri votre réflexion plutôt ces dernières années, ou est-ce que vous n'avez pas du tout changé d'avis là-dessus ? Alors, j'ai peu changé d'avis pour une raison très simple, c'est qu'il y a 20 ans, j'y connaissais rien. La biodiversité, c'est un sujet auquel je me suis intéressé plus récemment, parce que c'était pas ma filiation. Moi, j'ai commencé par le climat, j'ai commencé par l'énergie, je suis un ingénieur maths physique, moi je suis pas un ingénieur dit du vivant. Donc la biodiversité, j'y étais sensible comme tout le monde, parce que j'aime bien voir des marmottes l'été en montagne, mais voilà, j'avais une approche très naïve, j'ai envie de dire, de la question. Donc j'ai commencé à m'y intéresser il y a quelques années. Ça a un inconvénient par rapport au climat, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que la tonne équivalent grenouille jaune, pour tout comparer, on l'a pas encore. Parce que je sais pas comment on met en balance un renard arctique et des moustiques tigres, qui font aussi partie de la biodiversité. Du reste, personne ne le sait. Et puis par ailleurs, c'est une juxtaposition de problèmes locaux. Alors que le climat, c'est un problème global. Les conséquences sont locales, mais la cause est globale. Tout simplement parce que la longévité du CO2 dans l'atmosphère, une fois qu'on l'y a mise, est tellement importante, ça se compte en siècles, que en fait le lieu d'émission n'a pas d'importance. Donc il y a quelque chose de physique qui rend le problème simple, j'ai envie de dire, enfin à la fois compliqué et simple, mais simple à comprendre en ce qui concerne le changement climatique. Et il n'y a pas du tout la même chose en ce qui concerne la biodiversité. Après, il y a des interactions entre les deux. Il y a des solutions pour le climat qui sont des mauvaises idées pour la biodiversité. Par exemple, supprimer de la forêt primaire pour faire des plantations d'huile de palme ou supprimer des cultures alimentaires pour faire de l'huile de colza pour mettre dans nos réservoirs de voitures, ça exerce une pression supplémentaire sur la biodiversité. Planter du miscanthus pour avoir du bois énergie, enfin pour avoir de la biomasse énergie, ça peut être une mauvaise idée pour la biodiversité. Donc en fait, on a des conflits d'usage, ou des conflits d'objectifs plus exactement, qui vont apparaître et qui apparaissent de manière croissante entre climat et biodiversité, ce qui rend chacun des deux problèmes encore plus complexes. Et puis dans les interactions qu'il y a également entre les deux, il y a le changement climatique qui devient de plus en plus une pression très forte sur la biodiversité. Par exemple, à 2 degrés, tous les coraux tropicaux sont morts ou à peu près, ça c'est une pression du changement climatique sur la biodiversité.
Alors vous retrouvez souvent devant des catégories de personnes très différentes pour parler de ces sujets-là. J'imagine qu'on ne parle pas de la même manière à Emmanuel Macron, au patron du MEDEF, à un syndicaliste, à des lycéens. Comment vous faites? Vous adaptez votre discours? Vous avez des petites fiches pour... c'est une fiche président, une fiche lycéen? Comment ça marche? Alors, en ce qui concerne le président de la République et le président du MEDEF, j'ai pas besoin de réviser mes fiches trop souvent parce que les occasions de leur parler ne sont pas très fréquentes. Emmanuel Macron, je l'ai vu 2 fois dans ma vie et c'était 2 fois dans des cadres collectifs. La première fois, c'était pour l'installation du Haut Conseil pour le climat. On était 10 en face de lui. La deuxième fois, c'est quand il s'est dit que le mot sobriété, ça pouvait payer pour les législatives, juste après qu'il ait été réélu et où il a convoqué séance tenante 10 personnes à l'Élysée pour lui raconter des trucs et des machins sur la question. Par ça, je l'ai jamais vu. En ce qui concerne le président du MEDEF, depuis qu'il est président du MEDEF, je l'ai vu 1 fois. Donc là, c'est pareil, j'ai pas besoin de réviser trop souvent mes fiches. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous parlez pas de la même manière de ce sujet à un lycéen, à des gens qui conduisent des bus, à des élus locaux, à des dirigeants dans un COMEX, ou etc. Ça, c'est très clair. Alors, il y a quand même 2 constantes, on va dire. La première, c'est que la base physique reste la même pour tout le monde. Et après, c'est les explications intermédiaires qui ont besoin d'être plus ou moins longues en fonction du public auquel on s'adresse. Alors, par exemple, expliquer à un public d'élèves ingénieurs qu'un gaz à effet de serre, c'est juste un gaz qui a des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre, voilà, j'ai fait ça en 1 phrase, mais sauf que là, j'ai toujours pas expliqué exactement de quoi il retournait à une large partie de la population. Et donc, pour le reste de la population, il faut que j'explique ce que c'est qu'un rayonnement infrarouge. Il faut que j'explique ce que c'est que absorber du rayonnement pour un gaz. Tout ça peut s'expliquer, avec des explications pas trop compliquées. Juste, ça prend plus de temps. Donc, la différence pour la base physique, selon les publics, c'est essentiellement le temps que ça prend. Après, il y a un deuxième truc dont j'ai découvert maintenant, alors c'est peut-être parce que je vieillis et je deviens cynique et pessimiste comme tous les vieux, mais un deuxième truc que j'ai découvert avec le temps, c'est que il y a quand même une grande constante dans la nature humaine, c'est parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse. Et donc, il faut toujours que je trouve des exemples qui renvoient au cas particulier des gens que j'ai en face de moi pour incarner le problème. Parce que là, je fais également l'économie d'explication. Parce qu'à partir du moment où je leur parle d'eux, c'est-à-dire de quelque chose qui les concerne directement, évidemment, je vais gagner du temps, parce que c'est une situation qu'ils connaissent déjà. Et puis, par ailleurs, tous autant qu'on est, vous, moi et tous les gens qui nous écoutent, on a tous une part d'égoïsme qui fait que quand même, dans cette histoire, la planète, c'est important, mais nous, c'est important aussi, voire un peu plus, quoi. Donc, c'est une deuxième chose très, très claire dans mon esprit, c'est il faut toujours trouver la manière d'établir un lien entre le problème et la situation particulière des gens que j'ai en face de moi. Ce lien peut consister à les faire sortir de leur zone de confort, les déstabiliser, les choquer, etc. Mais il faut quand même que ce lien existe. Sinon, la tension baisse et il y a des explications qui ont du mal à passer. Est-ce qu'il y a des fois où vous avez l'impression que ça n'a pas du tout marché? C'est-à-dire des gens dont vous vous êtes dit, bon bah là j'ai essayé de faire passer mes messages et puis en fait ça n'a pas imprimé du tout, j'ai pas trouvé justement ce lien dont vous parliez. Alors, comme les gens sont polis, généralement, ils me le disent pas nécessairement au moment où je m'exprime. Il peut m'arriver d'avoir des retours derrière en expliquant qu'il y a quelque chose qui est pas bien passé. Mais des fois, je ne sais pas faire la part des choses entre le pas bien passé, qui est les gens ont été choqués et c'était mon but. Parce que souvent dans mes interventions, mon ambition est d'être utile et pas nécessairement d'être agréable. Dit autrement, le médecin qui vous annonce que vous avez une franche saloperie, il pense qu'il vous est utile et il est certain qu'il vous sera pas agréable. Vous auriez préféré pas l'entendre. Donc moi, je suis un peu dans cette philosophie-là. Et des fois, dans les réactions négatives que je peux avoir en sortie d'intervention, qui sont, pas de la prétention, enfin quand même pas très fréquentes, je sais pas nécessairement faire la part des deux. Mais ça, je trouve que c'est un point intéressant, cette idée de à quel point il faut secouer un peu les gens pour leur faire comprendre ça. Je pense au moment où vous avez dit encore récemment à la radio que la logique serait de limiter le nombre de vols par personne par vie. Et donc là, il y a eu des réactions qui étaient très violentes. Je me rappelle même d'un débat dans lequel on a été ensemble, que j'animais, dans lequel vous étiez avec un certain nombre d'acteurs du secteur aérien. Ils étaient extrêmement choqués par cette idée-là. Eux, c'est pas très étonnant. Mais est-ce que aussi vous pensez que c'est une bonne stratégie, c'est-à-dire de dire, en fait, à un moment donné, aussi pour que les gens retiennent et qu'ils comprennent l'ampleur du problème, il faut les secouer. Quand vous avez un incendie quelque part, est-ce que la bonne stratégie c'est de dire il y a le feu, ou est-ce que la bonne stratégie c'est de dire non, je vais pas en parler parce que ça fait peur aux gens? Bon, moi, je suis plutôt de la première école. Je pense qu'il vaut mieux, quand il y a un problème, le dire. Et alors derrière, dire, on va quand même essayer de faire ce qu'on peut. Donc, on va faire des tranchées, des coupe-feu, sortir les lances. S'il y a de l'eau, on envoie l'eau, etc. Mais je pense qu'il vaut quand même mieux commencer par dire, il y a un problème.
Après, on est renvoyé à ce qu'on disait plus tôt dans ce podcast, c'est-à-dire le climato-scepticisme est pour partie une expression de déni et de désarroi, donc ça veut bien dire qu'il y a du déni et du désarroi. Donc effectivement, il y a une courbe de deuil face à ce genre de problème. Et puis c'est très désagréable de voir arriver un truc auquel vous vous attendiez pas et qui vous explique que vous allez devoir tôt ou tard remettre plein de trucs en question. Personne n'aime ça, hein, pas plus moi que les autres. Moi, je m'y suis juste fait. Parce que je me rappelle qu'on avait eu une discussion ici avec le sociologue Laurent Cordonnier qui lui disait, bon, mais justement, attention sur les questions climatiques, il faut pas trop cliver, il faut pas trop séparer les gens les uns des autres, parce qu'il faut réussir à embarquer tout le monde. Et donc, si des fois on a des discours qui sont trop durs, des gens qui peuvent se sentir mis de côté ou éloignés de cette question-là, est-ce que vous craignez pas ça parfois quand vous durcissez ? Alors, durcir, ça ne veut pas nécessairement dire que derrière, il n'y a pas de solidarité et il n'y a pas de cohésion. Si je reprends mon exemple de l'incendie, dire il y a le feu, ça ne veut pas dire on va aller éteindre l'incendie en ordre dispersé, ça ne veut pas dire on va séparer les gens en deux catégories, ceux qui vont cramer et ceux qui vont s'en sortir. Enfin, c'est pas ça qu'on fait. On dit on va essayer tous ensemble de s'unir pour que le problème disparaisse, ou en tout cas soit contrôlé ou mis sous contrôle. Et évidemment, je suis d'accord avec lui sur cette deuxième partie. C'est-à-dire que dans la réponse au problème, il ne faut pas accroître, j'ai envie de dire, les dissensions qui peuvent déjà exister dans la population. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier le problème. Alors justement, sur les dissensions, on peut penser ça aussi d'un point de vue politique. Est-ce que vous, quand vous êtes sollicité par des hommes politiques de gauche ou de droite, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'ils posent le même type de questions ? Est-ce que vous leur tenez le même type de discours ? Ou là aussi, vous essayez de dire, bon, je vais essayer d'en appeler chacun à leur valeur, leur système de pensée un peu différent ? Alors la réponse est facile. Je suis très peu sollicité par des personnages politiques. Et en plus, je ne le cherche pas. Pourquoi est-ce que je ne le cherche pas ? Parce que j'ai une lecture très tocquevillienne de la démocratie, dans laquelle je pense que les élus nous ressemblent. Alors avec quelques années de décalage, c'est pour ça qu'ils nous énervent tant. Ils sont toujours en retard de quelques années par rapport à l'état de l'opinion, mais ils ne sont pas en retard de 50 ans. Donc parler aux élus, en fait, pour moi, c'est parler aux électeurs. Et c'est pour ça que toutes mes actions, elles sont orientées vers les électeurs. Alors, comme je peux quand même pas parler à 70 millions de personnes, là-dedans, il y a quelques bébés qui votent pas encore, et quelques vieillards kakoshim qui n'y arrivent plus, mais globalement, je peux pas parler à tout le monde. Et donc, ce que je crois être le plus efficace dans cette histoire, c'est de parler à une partie des corps intermédiaires. Donc, les dirigeants économiques, le monde académique, les syndicalistes, les associés, les gens du monde associatif, les médias, etc. Donc, des gens qui sont à la charnière, j'ai envie de dire, entre la population dans son ensemble et le monde politique. Donc c'est ces gens-là, moi, qui m'intéressent, c'est vers ces gens-là que le Shift Project structure son action, etc. Et alors ces gens-là, oui, je souhaite leur parler, je fais plein d'efforts en ce sens, ils font plein d'efforts du reste, souvent dans le sens inverse, pour me parler, etc. Monde politique, encore une fois, je lui parle très très peu. Quand j'étais jeune et naïf, c'est-à-dire il y a 20 ans, il m'arrivait de temps en temps d'écrire à un ministre en disant, vous savez, vous devriez vous intéresser à ce sujet-là, et je recevais une réponse polie du service du courrier, alors signée du ministre en disant, tout ce que vous m'écrivez est vachement intéressant, et j'ai fini par comprendre que quand un ministre vous écrit, tout ce que vous m'écrivez est vachement intéressant, ça veut dire, je n'ai pas regardé. Mais enfin, maintenant, vous occupez plus la même place, c'est-à-dire avec le succès de la BD, avec oui, mais ça change rien. Donc les quelques fois où je parle au monde politique, c'est dans les deux cas de figure suivants. C'est je parle à l'exécutif un peu, et à ce moment, la couleur politique importe moins que la situation du moment. Ça, c'est ma petite expérience. C'est-à-dire le fait que les gens aient été élus avec l'étiquette socialiste, républicain, très plus à gauche, plus à droite, etc. Ça change pas grand-chose en pratique, dans la façon dont ils gèrent les dossiers une fois qu'ils sont au pouvoir. Il y a des différences à la marge, mais voilà. Alors, il y a quelques domaines dans lesquels ça change beaucoup dans les discours. On peut prendre l'exemple du nucléaire sur les 20 dernières années, mais dans les actes, ça infléchit sur le moment, pas énormément. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est quand je vais parler à des parlementaires, mais en général, c'est dans le cadre de groupes constitués où il y a des gens de tous les bords, des commissions d'enquête, etc. Bon. Et ils sont sur un thème précis, les missions d'information, etc. Et là, ma petite expérience, incidemment aussi, c'est que la couleur politique n'est pas toujours un déterminant de la question. C'est-à-dire que si j'ai une question d'un ou une députée dont je ne connais pas la couleur politique, la question ne me permet pas nécessairement de deviner la couleur politique. Et une dernière expérience qui a eu lieu au moment des élections européennes, ou plus exactement de la campagne pour les européennes, c'est que les shifters ont fait venir à Angers 5 têtes de liste plus un représentant de Bardella. Et chez chaque candidat, j'ai trouvé des choses justes et des choses fausses. Chez chaque. Sur les 6 formations politiques qui étaient représentées. Donc c'est pour moi un élément supplémentaire qui me permet de conclure que la couleur partisane dans le monde politique ne permet pas de postuler que la personne va être du bon ou du mauvais côté de la barrière. C'est pas aussi simple que ça. Est-ce que ça marcherait aussi pour l'extrême droite ? C'est-à-dire si demain, Jordan Bardella disait voilà, je veux faire une conférence où j'invite Jean-Marc Jancovici, vous iriez, vous auriez le même type de discussion ?
Alors, je suis sûr d'une chose, c'est qu'avec 20 à 30% des intentions de vote dans ce pays en fonction des élections, je n'ai aucune raison de ne pas vouloir parler aux électeurs du Rassemblement national. Ils représentent quelque chose de significatif dans ce pays et donc il faut leur parler. Et par ailleurs, j'ai la naïveté coupable de penser qu'une partie de leur vote est déterminée aussi par du désarroi et qui ne sont pas les seuls à avoir, sauf que ça s'incarne d'une certaine manière alors que chez d'autres, ça s'incarne d'une autre façon. Donc, en ce qui concerne les électeurs, là, la réponse est très claire. Il faut leur parler comme à tout le monde. Il n'y a pas de raison de ne pas leur parler. En ce qui concerne les élus, c'est un peu différent parce que là, ça va être une affaire de personnes. Il y a des gens, quelles que soient les formations politiques, qui me sortent un peu par les trous de nez, et il y a d'autres personnes avec qui je retiens plus facilement mes nerfs en étant avec eux dans un bureau. Donc là, j'ai envie de dire, ça va être du cas par cas. Ça va être très opportuniste, etc. Et il faut éviter, en pareil cas, de se faire manipuler. Donc, il y a des fois où j'ai reçu des invitations de personnages politiques qui m'ont dit « Venez donc faire un débat avec moi ». Et à ce moment, je sais très bien que derrière, ce qu'il y a, c'est une espèce de tentative de récupération. Donc, j'y vais pas. Mais c'est opportuniste, ça dépend du contexte, ça dépend de l'individu. J'ai pas de règle générale consistant à dire là je n'irai jamais ou là c'est sûr que j'y vais. Ça va vraiment dépendre des circonstances. Je me suis dit que ça serait intéressant d'aller un peu plus loin pour partager cette expérience de pédagogie en vous confrontant à certaines idées reçues qu'on entend de manière assez courante. Est-ce que vous, déjà, vous avez une sorte de méthode en vous disant, voilà, c'est mon sorte de kit pour démonter les idées reçues, ou vous prenez les choses les unes après les autres? Ça s'appelle en général de l'expérience, c'est-à-dire la façon que vous avez de répondre à un argument qu'on vous oppose. Quand c'est la première fois qu'on vous en parle, là vous vous dites « Ah zut, tiens ça j'y avais pas pensé, qu'est-ce que je peux bien répondre à ça ?» Alors des fois vous arrivez à bafouiller une réponse à peu près acceptable, des fois pas, puis vous vous dites là quand même ça me turlupine, donc il faut que j'y réfléchisse. Et puis la fois d'après où on vous posera la question, du coup vous y aurez réfléchi et là vous aurez une réponse à faire. Donc ça s'acquiert avec de l'expérience. Alors, on peut essayer. Par exemple, si je vous dis 2 degrés de plus ou de moins, ça change rien. Alors là, la réponse à ça, elle est double. La première, c'est si la personne affirme que 2 degrés, ça change rien. À ce moment, le déterminant de son affirmation, c'est ce que je disais, c'est le déni, le désarroi, etc. C'est pas scientifique. Alors, je réponds quand même à l'argument, pas pour la personne que j'ai en face de moi, parce que la personne que j'ai en face de moi, c'est pas comme ça qu'il va falloir l'opérer, c'est autrement, mais pour les gens qui ont entendu la question. Et qui se disent, il faut quand même que je sache si oui ou non cet argument est fondé. Donc ça, c'est assez facile d'y répondre à celui-là, une fois qu'on sait que le dernier grand bouleversement climatique que la Terre a connu, c'est 4 degrés de hausse en 10 000 ans, et que ça a radicalement changé tous les continents des moyennes latitudes. On explique ce qui se passe, et en 3 minutes... Si l'affirmation vient du fait que j'ai pas envie de descendre de ma bagnole, j'ai pas envie de toucher au thermostat, j'ai pas envie d'arrêter de manger du beefsteak, et j'ai pas envie, etc., à ce moment, il faut traiter la réponse autrement. La France, c'est 1% des émissions mondiales, ça pèse rien, c'est pas nous qui allons faire bouger les lignes. Oui, alors il y a plusieurs manières de répondre à ça. La première, c'est que De Gaulle était un crétin, puisqu'au moment où il est parti à Londres, il représentait beaucoup moins de 1% de la population française. L'histoire a montré que c'était pas nécessairement ça qu'on retenait de lui. Donc à un moment, quand un mouvement est émergent, il y a toujours moins de 1% des gens qui s'en préoccupent au début. La deuxième manière de répondre à ça, c'est de dire que l'homme est un animal social, donc mimétique. Et donc, c'est pas parce qu'au début, on représente 1% du mouvement qu'à la fin, on représentera que 1% du mouvement, parce qu'on n'est pas à l'abri que d'autres se disent « Ah tiens, c'est pas complètement idiot ce qu'ils sont en train de faire ». Le troisième argument, est, à ce moment, fait appel à l'énergie. Il consiste à dire, mais même si les autres se fichent du climat, de toute façon, en Europe, nous, on est déjà sous contrainte en ce qui concerne l'approvisionnement en pétrole et en gaz, et ça va s'amplifier à l'avenir. Et ça s'amplifiera d'autant plus que les autres se fichent du climat et prennent le gaz et le pétrole qui restent pour eux. Parce que s'ils se fichent du climat, c'est qu'ils vont vouloir bouffer plein de pétrole et plein de gaz, et s'il y en a à ce moment, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, et en particulier pas assez pour nous. Il faut avoir confiance dans le progrès. Grâce à la technologie, on va trouver une solution. Hydrogène, géo-ingénierie, captage de carbone, fusion nucléaire. Oui, alors là, il suffit de se tourner vers le passé, sans rentrer dans le détail de chacune des sources évoquées, pour comprendre que la technique n'a jamais été autoporteuse d'un projet de société, et elle n'a jamais été autoporteuse dans le passé d'une résolution d'un problème d'environnement global, puisque ça fait 1 siècle et demi que les émissions de gaz à effet de serre augmentent, et ça fait 1 siècle et demi qu'on fait du progrès technique tous azimuts. Donc si le progrès technique était capable de résoudre de lui-même des problèmes environnementaux globaux, on n'aurait déjà plus de problèmes avec les poissons, plus de problèmes avec le climat, plus de problèmes avec l'érosion de la biodiversité, etc. L'expérience montre que c'est pas vrai. Donc l'essentiel du progrès technique aujourd'hui, il n'est absolument pas fait pour résoudre les problèmes d'environnement. Quand Macron dit à la Sorbonne qu'il faut se doter de capacités fortes dans l'intelligence artificielle, c'est pas pour résoudre les problèmes d'environnement. Je sais pas pourquoi c'est du reste, mais c'est pas pour ça.
Les humains se sont toujours adaptés à tout, on arrivera bien à s'adapter. Alors, si c'est l'espèce humaine, il n'y a aucun doute. La bonne question, c'est est-ce que c'est chacun des représentants des 8 milliards d'individus qui composent aujourd'hui l'espèce humaine. Parce que l'espèce humaine survivra très bien avec 5 millions de représentants. La question, c'est est-ce que les gens sont prêts à prendre le risque que l'espèce humaine survive avec juste 1 milliard de représentants. Voilà. Donc si la réponse est oui, effectivement, on peut totalement se désintéresser de la question du réchauffement climatique. Si la réponse est on aimerait quand même bien qu'il n'y ait pas trop de dégâts dans les 8 milliards de représentants de l'espèce humaine à cette occasion, alors à ce moment, on a raison de se faire des cheveux blancs. Le climat, c'est une préoccupation d'habitants de centre-ville qui n'ont pas de problème. C'est partiellement vrai. Pour être capable de se projeter à long terme, il faut ne pas avoir de problèmes monstrueux de court terme. Je ne le souhaite pas aux gens qui nous écoutent, mais tous ceux qui ont des enfants et qui ont un enfant qui tombe gravement malade, je pense que pendant un temps, le changement climatique, ça va être un peu moins leur préoccupation. Donc, je prends cet exemple volontairement parce qu'en France, la famine, c'est quand même pas un problème qui nous guette demain matin, donc c'est un peu plus difficile à incarner. La maladie, oui, ça c'est un problème qui peut nous guetter demain matin. Donc, quand on a des problèmes, j'ai envie de dire, existentiels à court terme, évidemment que les préoccupations de long terme, elles sont moins importantes. Mais du coup, ça fait peser sur les épaules de cette élite urbaine de centre-ville un poids d'autant plus important que c'est à eux, puisqu'ils ont le temps et puisqu'ils ont les moyens, qu'incombe la responsabilité de réfléchir au système collectif qui va nous permettre de sortir de ce guêpier. C'est précisément parce qu'eux en ont les moyens que ça les oblige. Pour le reste de la population, il est évident qu'on va devoir réussir à marier fin du monde et fin du mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger les gens à dire à court terme, je vais vous mettre dans une merde effroyable, mais rassurez-vous, c'est pour votre bien. Et ça, c'est aussi de la responsabilité de ce qu'on appelle l'élite. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de concevoir un plan d'ensemble. Alors, qu'est-ce qui, malgré tout, vous permet de garder espoir qu'on peut être sur la bonne trajectoire ? Je suis comme tout le monde, un animal piloté par ses sens. Et donc, les sens, qu'est-ce qu'ils me disent au quotidien ? Ils me disent que je suis entouré de personnes pour qui le problème est important. De fait, pour renvoyer à la première question de ce podcast, de ce point de vue, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'un Shift Project avec 25 000 shifters ou Carbon 4 avec quelques centaines de salariés, ça n'aurait pas existé il y a 20 ans. Donc à cela, on peut mesurer le fait qu'il y a effectivement plus de gens qui sont globalement intéressés, ayant envie de faire quelque chose, etc. Mais moi, je suis essentiellement entouré par ces gens-là au quotidien. Et il faut que je fasse un effort de pensée important, du reste, pour m'en extraire, en me disant, il n'y a pas que ça dans la vie, pour une bonne partie des gens qui m'entourent, il faut que je fasse gaffe à ne pas voir midi à ma porte, quoi. Alors, avant de vous laisser repartir en métro, en vélo, je voulais vous demander où vous en êtes de votre propre bilan carbone. Vous en avez déjà parlé, mais vous avez dit que vous ne preniez plus l'avion dans votre vie professionnelle ou personnelle. Mais est-ce que vous l'avez pris plus de 4 fois dans votre vie ? Ah oui, malheureusement. Je l'ai pris plus de 4 fois dans la vie, mais par contre, sur les 20 dernières années, j'ai pas dû le prendre beaucoup plus de 4 fois. Et en particulier, je ne l'ai pris qu'une fois pour des raisons personnelles, sous une forte contrainte. Est-ce que vous avez changé des choses dans votre alimentation ? Alors l'alimentation, j'ai significativement baissé la viande, mais maintenant je ne saurais jamais si c'est le climat ou l'âge, parce que vous savez que les vieux mangent moins de viande que les jeunes. Et en particulier la viande rouge. Je ne suis pas devenu végétarien pour 2 raisons. D'abord parce que moi je ne fais pas partie des gens qui considèrent qu'il ne faut jamais tuer un animal, comme beaucoup de Français. Ce qui ne veut pas dire que je sois pour qu'on fasse n'importe quoi. Et en particulier, il y a une partie de l'agriculture dans ce pays qui, sans l'élevage ou sans une contribution de l'élevage, devient beaucoup plus difficile à exercer. Et puis par ailleurs, je fais partie des gens un peu taquins qui pensent que de manger du fromage sans manger de la viande, c'est un peu s'arrêter au milieu du gué, puisque pour faire du fromage, on a besoin de vaches et de veaux. C'est même pire que ça, on a besoin de tuer l'un des deux pour avoir la présure qui permet de faire le fromage. Si on mange du fromage, on peut parfaitement manger de la vache de réforme. Enfin, en tout cas, on l'a, de toute façon. Il faut bien que quelqu'un la mange. Il y a quelque chose sur lequel j'ai jamais eu besoin de me forcer, c'est les achats. Parce qu'il y a 2 catégories d'hommes, ceux qu'il faut traîner dans une boutique par les cheveux en leur expliquant toute l'année qu'ils sont habillés comme des sacs, ce qui n'est pas faux en ce qui me concerne, et que quand même ils pourraient faire l'effort de changer de chaussures. Et puis il y a ceux qui considèrent que s'ils n'ont pas leur Rolex à moins de 50 ans, ils sont ratés. Donc, enfin non, ils sont quand même pas très nombreux. Moi je fais malheureusement plutôt partie de la première catégorie, donc j'ai jamais eu à me forcer pour ne pas être dépensier dans les objets qu'il faut bien fabriquer derrière. Je circule quasiment jamais en voiture pour des raisons professionnelles, encore un peu pour des raisons personnelles pour partir en vacances, mais ça se limite à ça.
Le seul poste sur lequel j'ai toujours pas franchi le pas, c'est le chauffage, sur lequel je suis toujours un mauvais élève, puisque je me suis pas encore débarrassé de ma chaudière à gaz. Il faudrait que je le fasse un jour. Voilà, mais sur le reste des postes de l'empreinte carbone, voilà. Et l'électronique, j'ai le smartphone entrée de gamme le moins cher possible quand il casse, parce que c'est à cette occasion que je le remplace. C'est toujours ce que je demande, le truc le moins cher possible, et voilà. Et c'est pareil, j'attends que l'ordinateur casse pour le remplacer. Voilà. Est-ce qu'il y a, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a aussi une référence à un livre, une BD, un film de fiction qui vous ont inspiré ou que vous aimeriez partager, ou quelque chose qui vous a particulièrement influencé ? Alors, dans les livres que j'ai lus récemment, il y en a un que j'ai trouvé très éclairant. Alors, il est un peu épais, mais c'est un livre de Jared Diamond qui s'appelle « De l'inégalité parmi les sociétés » et qui explique comment est-ce que, sur très long terme, il y a un déterminisme géographique et biologique, et en fait biologique parce que géographique, extrêmement fort dans la structuration des sociétés humaines. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un angle très, très intéressant. Parce que c'est très convergent avec des raisonnements, par ailleurs, de biologistes. J'avais lu il y a très longtemps un bouquin qui s'appelle « Le singe nu ». C'est pareil, qui expliquait un certain nombre de choses qui sont fondamentalement biologiques chez nous. Dans les films que j'ai vus récemment, j'ai envie de dire, comme tout le monde, Don't Look Up, qui est très emblématique du dialogue de sourds qui peut exister entre le monde scientifique chargé d'établir des diagnostics, parce que dans le monde scientifique, il y en a deux. Il y a celui qui réfléchit à la façon de faire des gravures plus fines sur les semi-conducteurs, et puis il y a celui qui fait des constats sur l'état de la planète. C'est pas les mêmes. Le premier dispose des milliards et de beaucoup d'écoutes très attentives de la part du monde politique. Celui qui est un peu à la peine, c'est le deuxième. Mais le dialogue de sourds entre le deuxième et le monde politique est extrêmement bien illustré dans Don't Look Up, et en fait, dans un film beaucoup plus ancien qui s'appelle Le jour d'après, que j'avais regardé aussi, alors qu'il y a plein de trucs totalement farfelus sur le plan de la physique, mais il y avait ce point-là était aussi déjà très bien représenté, c'était le dialogue de sourds entre le monde politique et le monde scientifique, sonnant l'alerte, j'ai envie de dire. Ça, c'est quelque chose qui était très bien vu dans Don't Look Up. Qu'est-ce qui, sur ces sujets de climat et d'énergie, vous énerve le plus ? Est-ce qu'il y a un truc qui vous fait dresser les cheveux sur la tête, où vous vous dites ça, c'est vraiment un truc, ça devrait être interdit, une expression, un comportement, un usage ? C'est un peu le truc de temps en temps. La mauvaise foi dans la pub, par exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer sur LinkedIn une publicité pour une BMW hybride, toute verte, qui était effectivement de couleur verte, la voiture, en expliquant que c'était une voiture qui émettait extrêmement peu de CO2, alors même que toutes les analyses montrent que les hybrides rechargeables, c'était une hybride rechargeable. Dans la vraie vie, elles émettent 3 à 5 fois ce que la norme raconte, puisque la norme est totalement farfelue. Des trucs comme ça, il y en a plein, parce qu'en ce moment, on est à la croisée de deux chemins, et donc des contradictions, on en voit 25 par jour, quoi. Est-ce que si vraiment on ne se retrouve pas sur la bonne trajectoire, vous, à un moment donné, vous seriez prêt à aller vous enchaîner à une centrale à charbon, une raffinerie de pétrole, à changer de mode d'action ? C'est une bonne question. Alors, s'enchaîner à une centrale à charbon, en France, il n'y en a pas beaucoup des centrales à charbon. Les raffineries de pétrole, je suis un peu plus... Moi, ce que j'aime bien, c'est pointer du doigt les contradictions. Et alors, c'est très difficile d'être contre les raffineries de pétrole, tant que par ailleurs, on achète des objets en plastique, on conduit des voitures à pétrole, on prend l'avion, etc. Donc, je me méfie des choses qu'on cloue au pilori de façon simpliste. Je vais prendre un exemple, un peu taquin, mais pour bien illustrer. Il n'y a pas très longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont protesté fermement contre un projet qui s'appelle EACOP, situé en Tanzanie et en Ouganda, si ma mémoire est bonne, qui est un oléoduc qui doit permettre d'exploiter des gisements qui sont, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'est en Ouganda, et ça va traverser la Tanzanie. Et alors, je m'étais fait la réflexion suivante, je m'étais fait très bien, on interdit ce projet, ok ? Ça veut dire qu'on interdit à l'Ouganda de bénéficier de quelques dizaines ou centaines de milliards de dollars, je ne sais plus, j'avais fait le calcul, de recettes à l'exportation. Est-ce que tous les gens qui gueulent sont prêts à donner le même argent à l'Ouganda qui avec, alors certes, va corrompre des gens dans tous les sens et créer des fortunes privées dans tous les sens, ça c'est peut-être pas indispensable, mais va également construire quand même quelques routes, quelques hôpitaux, etc. Donc est-ce que les gens qui gueulent, ils sont prêts à donner l'argent pour qu'on ait les routes et les hôpitaux sur leurs propres impôts, leurs propres économies, etc. Oui, donc il y a ces ambiguïtés-là, en fait, on va les retrouver partout. Et donc l'action simpliste, c'est pas mal qu'elle existe de temps en temps. C'est pas trop mon rayon d'action. Moi, je suis plutôt dans quelque chose qui est plus difficile, d'une certaine manière, plus exigeant, on va dire. Non pas que soit dans l'action facile, mais qui est la pédagogie lente, patiente et répétée, qui sur l'instant produira évidemment beaucoup moins ce choc affectif et ce choc émotionnel que produit le militant enchaîné ou le fait de gueuler contre un projet qui va faire ceci, cela. Mais sur 10 ans ou sur 20 ans, je ne sais pas qui du lièvre et de la tortue a raison dans cette histoire. Non mais voilà, moi je suis plutôt dans la stratégie tortue, on va dire. Merci Jean-Marc Jancovici. Merci de m'avoir reçu.
Cette conversation avec Jean-Marc Jancovici, elle rejoint les réflexions de plusieurs autres invités de ce podcast sur ce sujet. Moi, comme j'aime bien les recettes de cuisine, j'ai essayé de dégager de toutes ces interviews des ingrédients qui peuvent nous servir à toutes et à tous pour parler du climat de manière efficace. D'abord, premier ingrédient, donner des exemples. Le réchauffement climatique, la transition, la décarbonation, l'adaptation, tout ça, c'est des notions super complexes et qui sont souvent vues comme assez théoriques. D'ailleurs, maintenant, c'est ce que je demande systématiquement aux invités de Chaleur Humaine, avant même qu'ils arrivent dans ce studio, d'illustrer leurs propos le plus possible, de donner des exemples concrets. Moi-même, dans ma pratique journalistique, j'ai évolué. Quand j'écrivais des articles, je demandais à mes interlocuteurs des faits. Maintenant, avec ce podcast, je leur demande des exemples, parce que je vois bien que c'est ça qu'on retient toutes et tous quand ensuite on a envie d'en parler. Rien ne fait mieux comprendre l'importance du pétrole dans nos vies que le déguisement d'Iron Man dans la BD Le Monde sans fin. Ça, je trouve que c'est vraiment un bon exemple. Le deuxième point qu'évoque Jean-Marc Jancovici est tout à fait complémentaire. Parler aux gens d'eux-mêmes. Je me rappelle que c'était exactement le conseil de la climatologue Valérie Masson-Delmotte quand elle était venue dans Chaleur Humaine. Elle racontait qu'au ministère de l'économie, elle parlait de l'intérêt pour l'économie française de faire la transition, et en parlant devant des salariés d'une entreprise, elle cherchait toujours à trouver des exemples qui font écho précisément au modèle économique de cette boîte. Ça, je trouve que c'est une bonne règle, parce que ça oblige aussi à se mettre à la place de l'autre, à réfléchir à ce qui va lui parler, l'intéresser. Peut-être que ça met aussi un peu plus de chaleur humaine dans ces conversations qui sont parfois flippantes. Le troisième élément, c'est cette idée de parler aux corps intermédiaires. Ça, c'est la manière de le dire de Jean-Marc Jancovici. Ça peut paraître un peu théorique, mais en fait, dans nos vies, on est confronté à des gens qui sont élus parents d'élèves, délégués syndicaux, trésoriers d'un club de bridge, représentants d'un secteur économique, patrons d'un club de rugby. C'est aussi avec ce public-là qui a des relais et qui peut les utiliser que c'est intéressant de parler du changement climatique. Et puis ça rejoint ce que disait l'une des premières invitées de Chaleur Humaine, Lélia Benoît, sur la question de l'éco-anxiété. Elle disait que le fait d'agir collectivement, c'était le meilleur remède, justement, face à la dépression qui nous guette dans les questions climatiques. Et du coup, participer à faire réfléchir et bouger ces lieux collectifs, ça me semble être une très bonne piste. Le quatrième ingrédient de cette recette, c'est de ne pas faire peur inutilement. Jean-Marc Jancovici, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit qu'il ne faut pas mentir. Si la maison brûle, comme dirait un président de la République précédent, il ne faut pas raconter que tout va bien. Mais je me souviens aussi de ce que disait la sociologue Sophie Dubuisson-Kellier dans un autre épisode. Elle disait que la peur, c'était rarement un levier de mobilisation. Et ça, la sociologie le montre bien et depuis de nombreuses années. Ce qui veut dire que dans les conversations qu'on a, il faut toujours trouver ce point d'équilibre pas facile entre faire flipper les gens et leur donner envie de se bouger. Vous me direz si vous avez trouvé. Le dernier point peut sembler un peu basique, mais je crois qu'il est au fond un peu porteur d'espoir. Jean-Marc Jancovici ou Valérie Masson-Delmotte le disaient aussi tous les deux. Face aux idées reçues et aux gens qui ne veulent rien faire, on n'a pas forcément toujours les bonnes réponses et ça, c'est normal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est travailler. On peut bouquiner, on peut discuter, on peut s'informer et se former les uns les autres et les unes les autres. Moi, grâce à tout ce que j'apprends dans ce podcast, je vois bien que je suis devenu bien meilleur pour répondre aux interrogations que les gens peuvent avoir et bien moins nul pour ne pas m'énerver dans un débat quand j'entends des trucs stupides. On pourrait même rajouter une étape. Peut-être qu'on pourrait partager collectivement des arguments et des exemples qui fonctionnent au fur et à mesure qu'on travaille et qu'on découvre des choses pour continuer à progresser. Si quelqu'un a une bonne idée pour qu'on puisse mettre tout ça en œuvre, pour qu'on puisse partager tout ça, n'hésitez pas à me l'envoyer, comme d'habitude, à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. J'en profite pour vous recommander 2 livres sur ce thème qui sont sortis récemment. Petit manuel de répartie écologique de Margot Jacques, aux éditions Les Liens qui libèrent, et Manuel de riposte écologique de Jérémy Bismuth, paru chez Tana Éditions. Les deux sont assez différents, mais ils offrent une bonne base de discussion. Et voilà, merci, c'est fini. Merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit et préparé par Cécile Cazenave, réalisé et mis en musique par Amandine Robillard. Vous le savez peut-être déjà, mais Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à des questions envoyées par les auditrices et les auditeurs du podcast. Ça, c'est vous. Et ensuite, je les publie avec pas mal de retard sur le site du Monde dans la rubrique Climat, vos questions. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné des outils à utiliser dans vos conversations climatiques. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et une recette d'aubergine à la parmigiana à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr.
Vous pouvez aussi m'écrire par courrier ou continuer à m'envoyer de délicieux cookies depuis les Bouches-du-Rhône. Quelqu'un se reconnaîtra. Au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite, vous pouvez le partager à vos amis ou ajouter des commentaires et des étoiles. Merci infiniment d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 5 de Chaleur Humaine. Enfin, normalement, c'est le dernier épisode, mais si vous êtes un peu patiente et un peu patient, dans 15 jours, il y aura un épisode bonus avec d'autres sujets intéressants dont on ne parle pas suffisamment souvent dans Chaleur Humaine. En tout cas, bravo et merci d'être resté jusque-là. Et donc, à dans 15 jours. À bientôt.